Je suis donc sociologue, spécialisée en sociologie urbaine et en sociologie de l'habitat, mais quand je parle de sociologie de l'habitat, peut-être c'est pas l'habitat au sens des géographes, hein. Moi j'ai une approche de l'habitat qui est très centrée en fait sur le logement et sur tous les équipements ou les espaces afférents au logement. Donc mes recherches elles se centrent vraiment sur la question du logement. J'analyse depuis longtemps, depuis ma thèse, l'évolution des pratiques sociales d'habitation, en particulier dans le cadre du logement social. Donc ça veut dire que mon entrée, elle n'est pas spécifiquement sur les jardins ou sur la nature en ville. Hein. Je ne me considère pas comme une spécialiste des jardins, mais plutôt sur les pratiques et les formes de sociabilité qu'on peut observer en lien avec les espaces de résidence. Donc en fait, je vais considérer ici vraiment les jardins comme des espaces verts ou des espaces de nature qui sont des équipements ou des espaces afférents au logement, ou si je reprends le vocabulaire de Le Corbusier, il parlait de prolongement des logements, donc c'est vraiment comme des espaces de proximité. Et donc dans les données que je vais vous présenter, je vais vraiment analyser ces espaces comme des espaces habités en lien avec la sphère privée. Vous allez voir que j'ai beaucoup de connexions entre la pratique du jardin et puis la sphère privée. Ce qui veut dire que j'exclus, pour le coup, à la différence d'Étienne, tous les parcs ou les jardins publics, et je vais me focaliser dans les exemples que je vais vous présenter, sur des espaces de nature, des jardins qui sont liés plus globalement à des projets d'habitat ou qui sont connectés directement avec des ensembles de logements, quel que soit leur statut, hein, que ce soit des espaces publics au sens ouvert au public ou que ce soit des espaces plus privatifs. Alors, du point de vue de ma problématique, mon objectif est double en fait. Hein. L'idée, c'est vraiment de confronter les espaces tels qu'ils sont conçus, tels qu'ils sont pensés, aménagés, aux espaces tels qu'ils sont vécus par les habitants. Donc, d'un côté, je vais poser la question du lien entre la nature et l'habitat. Comment est-ce que s'organisent ces espaces de nature? Comment est-ce qu'ils sont pensés? Comment ils sont gérés? Quel statut ils ont? Et quel est le rôle des habitants dans leur conception ou leur gestion? Et puis d'un autre côté, je vais poser la question de la portée sociale de ces espaces, puisque j'ai bien compris que c'était un peu le questionnement de ce soir, comment ces espaces ont effectivement des effets ou pas sur les pratiques et sur les représentations des habitants, donc comment ils sont appropriés par les habitants, comment est-ce que s'organise le partage de l'espace, parce qu'il y a beaucoup cette question du partage qui ressort, qui sont les habitants qui pratiquent ces jardins, qu'est-ce qu'ils font ensemble, et quels sont les effets sur les sociabilités urbaines. Hein. L'idée, c'est vraiment de comprendre un peu comment ce rapport ce rapport en général à la nature dans l'habitat collectif, mais surtout d'interroger son potentiel socialisant. Est-ce que ces espaces de nature peuvent être vecteurs de plus de liens sociaux? On entend souvent ça, notamment autour des jardins partagés, de participation des habitants, de cohabitation, voire de mixité sociale. Alors, juste un point rapide sur la méthodologie. Comme je vous l'ai dit, mon entrée principale, ce sont pas les jardins. Donc, ça veut dire que je fais ce que j'appelle des analyses secondaires. Hein. Je réexploite des données d'enquête qui ont été réalisées dans mes recherches ces dernières années, dans le cadre de recherches sur le logement social ou sur l'habitat participatif ou sur toutes les pratiques collaboratives dans le logement. Donc, je réexploite ces enquêtes qui sont essentiellement des enquêtes qualitatives, donc des observations et des entretiens avec les habitants et parfois aussi avec les gestionnaires ou donc souvent les organismes HLM ou les concepteurs, les architectes ou les urbanistes. Donc c'est des données que je n'avais pas forcément traitées en me focalisant sur les jardins, mais que je réexploite aujourd'hui de ce point de vue-là. Et puis je vais avoir une approche transversale, c'est-à-dire que je vais vous présenter, en fait je vais faire un peu un retour sur différents terrains pour essayer de comprendre à partir de différents exemples ce potentiel socialisant des jardins. Alors juste un point sur la terminologie, j'ai repris ce petit dessin que j'aime bien, qui a été publié dans un carnet de l'association qui s'appelle Le Jardin dans tous ses états. Cette association, en fait, c'est la fédération de l'ensemble des jardins partagés en France. Et il y a une dizaine d'années, pour avoir un peu plus de visibilité, ils avaient édité un petit
un petit carnet sur leur définition des jardins partagés. Moi, je ne regarde pas les jardins partagés, mais j'ai repris ce dessin pour dire qu'il y a toute une terminologie autour des jardins, qu'en fait, qui traduit une diversité vraiment de pratiques. Et moi, j'ai du mal à mettre un terme qui définirait ce que je vais regarder. Ce sont des jardins qui sont liés à l'habitat collectif, donc j'ai tendance à les appeler les jardins collectifs urbains. Ça peut être parfois des jardins très ouverts, ça peut être des jardins familiaux fermés, ça peut être des jardins partagés. L'idée, c'est que il y a, dans ce que j'appelle les jardins collectifs, il y a 4 grandes dimensions. Il y a évidemment la dimension urbaine, puisque je regarde toujours des expériences d'habitat collectif en zone urbaine, avec parfois certains exemples qui réinterrogent justement le rapport aux centralités ou les formes de densification. Il y a une dimension collective très forte, puisque ce sont toujours des jardins qu'on partage. Et puis, évidemment, je regarde beaucoup les formes d'appropriation. Donc, ce sont des espaces qui sont appropriés par les habitants, voire parfois aménagés par les habitants et même cultivés. Et puis, je le disais déjà tout à l'heure, avec des statuts très différents, des statuts privés ou publics. Alors, je vous propose ce soir, au regard des différentes expériences que j'ai observées, une sorte de typologie de mes exemples. Je vous parlerai d'abord de la conception de la nature dans l'habitat social. Et essayer de vous montrer un peu comment a été pensé ces espaces, ce qu'il faut retenir de ces espaces qui sont plutôt des espaces intermédiaires ouverts. Donc, essayer de réfléchir à comment ils sont pensés puis appropriés. La même chose dans des projets de logement beaucoup plus récents et notamment tous les jardins collectifs tels qu'ils sont pensés dans les écoquartiers. Donc là, qui sont des projets d'aménagement urbain d'ampleur où là, on traite plutôt la nature comme un espace public. Et puis, je finirai par les expériences récentes dans l'habitat participatif où là, on est plus dans des logiques d'espace privatif, pas vraiment ouvert, mais pas vraiment fermé non plus. Je reparlerai tout à l'heure. Donc évidemment, cette typologie, elle n'est pas exhaustive, elle reflète mes enquêtes, mais je pourrais continuer à explorer ces questions au travers de différents exemples. Je pense à certaines copropriétés, ça ressemble certainement à l'habitat participatif, mais aussi au jardin partagé à l'échelle des quartiers. Il y aurait certainement aussi des choses intéressantes à regarder. Alors, d'abord, du point de vue des jardins dans l'habitat social, très clairement, ce n'est pas une question nouvelle, c'est une question qui apparaît presque en même temps que les politiques de logement, qui apparaît avec les HBM en particulier, avec le développement des jardins ouvriers et puis des jardins familiaux, donc dans une logique un peu à la fois hygiéniste, de subsistance des familles, que les familles puissent produire leurs propres légumes et puis aussi avoir de saines activités, donc une logique aussi très pédagogique de ce que peut apporter le jardin à ces familles ouvrières et une vision très paternaliste avec l'homme qui cultive pendant que la femme s'occupe des enfants qui jouent dans le jardin, évidemment. Alors, je vous ai mis ces photos parce que j'aime bien notamment la photo du bas pour montrer le lien avec évidemment le développement de l'habitat social. C'est une photo de Villeurbanne et des gratte-ciel de Villeurbanne, donc des HBM des années 30 où on voit les jardins ouvriers se développer juste au pied de la cité et donc à un moment un peu de transition de la ville où on mélange les nouveaux HBM avec de l'habitat très précaire, même des formes de taudis et puis ces formes de jardins ouvriers. Et puis après la Seconde Guerre mondiale, il y a peut-être c'est pas une nouvelle conception de la nature, parce que c'est une conception qui date probablement des années 20, notamment avec les théories de Le Corbusier, mais disons que c'est la conception de la nature dans l'habitat social qui va se développer, c'est celle de l'urbanisme fonctionnaliste, qui est matérialisée par évidemment les projets de cité radieuse de Le Corbusier. On est toujours dans une conception assez hygiéniste de la nature, avec l'idée que on va ouvrir, on va construire des immeubles de grande hauteur et qu'on va ouvrir les perspectives, on va dégager les espaces autour des immeubles avec des grands espaces verts. Mais là, cette fois, on est plus dans une conception peut-être moins pragmatique, mais enfin, en tout cas pas autour de la subsistance des familles. On n'est plus dans le jardin cultivé, mais plutôt autour des loisirs. C'est peut-être aussi le début de l'avènement de la société des loisirs. Alors, Le Corbusier dit il faut mettre des activités de loisirs, du sport en particulier, au pied des immeubles.
Très concrètement, ça donne ça. Ici, la maison radieuse Le Corbusier à Rezé, qui a été réalisée dans un parc de plusieurs hectares, je ne me souviens plus, 3-4 hectares. Donc ça respecte d'une certaine manière les théories fonctionnalistes. Et il se trouve que moi, j'ai enquêté pour ma thèse, dans le cadre de ma thèse, j'ai enquêté dans cet immeuble avec une approche un peu diachronique. J'ai pu rencontrer et avoir des témoignages des primo-habitants des années 50 jusqu'aux années 2000, voire 2010. Et ce qui apparaît du point de vue des appropriations des habitants, c'est qu'il y a une évolution au cours du temps. Et que, effectivement, cet espace de nature, ce parc, c'est le lieu des sociabilités de voisinage dans les années 50, 60, ça fonctionne bien. C'est très centré autour de la famille, autour des activités des enfants et des familles qui se retrouvent pour différentes activités. Puis évidemment, avec la stigmatisation de l'habitat social dans les années 80-90, une paupérisation aussi des habitants de l'habitat social, en particulier là où il y a un départ dans les années 70, une partie de la population. Le parc devient le lieu des conflits. Donc c'est vraiment le lieu où on se dispute, où on n'est pas d'accord, où il y a des usages différenciés, où les gens disent c'est sale, il y a des crottes de chiens, il y a des déchets, il y a même des seringues, enfin il y a tout un imaginaire très négatif autour de ce parc. Et puis ce que j'ai observé moi au moment où je faisais ma thèse, c'est un renouveau des pratiques à partir des années 2000, qui correspond aussi à l'arrivée de nouvelles populations, plus autour des questions environnementales. Et d'un seul coup, ça redevient intéressant d'aller habiter dans cet immeuble parce qu'il y a cet espace de nature autour et qu'on peut y avoir des activités. Et donc, à partir des années 2000, il y a une réappropriation du parc de Le Corbusier. Alors, en plus, avec tout un travail sur l'architecture, là, il y a un groupe d'habitants qui a travaillé avec l'école d'architecture de Nantes pour faire reproduire le cabanon de Le Corbusier à l'échelle 1, et ça devient le cabanon, la cabane de jardin de l'immeuble, et puis tout un travail autour d'un jardin partagé, un jardin collectif, qui s'est pas fait sans mal, parce qu'effectivement, il y avait des visions très différentes de la pratique du jardinage, avec des gens qui souhaitaient plutôt avoir leur parcelle pour faire quelque chose qui ressemblerait plutôt à un jardin familial, où chacun récolte, et puis d'autres qui prônaient les fleurs, le partage, le mélange, pas d'allées, etc. Donc ça a été pas sans difficulté à mettre en place, mais ça s'est mis en place et puis c'est devenu un espace de fête, de convivialité. Mais évidemment, sur les 300 logements qui existent, tout le monde ne participe pas à ce jardin. Donc c'est aussi un lieu, et j'y reviendrai, qui probablement renforce déjà des accointances entre certains habitants, mais qui en exclut d'autres. C'est cette vision un peu fonctionnaliste du jardin, ou en tout cas de l'espace dans l'habitat social. On le retrouve dans tous les grands ensembles des 30 Glorieuses. Ici, c'est la Villeneuve à Grenoble, où vous voyez qu'il y a une conception très pragmatique de cet espace vert, qui est pensé comme un espace intermédiaire, donc avec quelques arbres, des pelouses, et puis qui est pensé surtout pour les enfants, donc beaucoup d'aménagements autour des jeux des enfants. Et donc ce qu'on voit s'y développer, c'est effectivement des formes de sociabilité de voisinage qui sont des sociabilités très féminines et très enfantines autour des activités des enfants. J'adore cette photo qui montre aussi que parfois la manière dont on imagine les pratiques n'est pas toujours en phase avec la réalité. Voilà, d'autres expériences plus récentes, on voit de plus en plus des organismes HLM qui se posent la question de tous les espaces en pied d'immeuble qui ont souvent été très peu utilisés, parfois même bétonnés. On voit quelques bailleurs qui décident de se réapproprier ces espaces pour en faire quelque chose avec leurs habitants. Là, c'est un exemple à Tours, dans un quartier d'habitat social, où effectivement il y avait des espaces très bétonnés et où il y a une association locale qui a repris les pieds d'immeubles pour en faire des jardins plutôt à but éducatif. Donc c'est un jardin où les gens peuvent venir cultiver des légumes, mais il y a une vraie initiation à la nature, à l'environnement. C'est très centré également sur les familles et les enfants. Il y a tout un tas d'ateliers avec les familles et les enfants, mais les gens peuvent venir jardiner librement. Donc l'idée, c'est bien aussi une espèce de pédagogie d'un côté à l'environnement, mais aussi un rôle un peu d'animation sociale, d'éducation populaire et environnementale.
Et puis, un de mes autres terrains de thèse, je voulais aussi montrer à quel point l'architecture peut avoir un rôle prégnant dans le rapport à la nature. Là, un exemple que vous connaissez probablement, qui est l'exemple des bâtiments de Jean Renaudy et de René Gailloustet à Ivry-sur-Seine, où il y a une volonté là, très forte des architectes d'intégrer complètement l'élément naturel dans l'architecture du logement. Donc, ce sont des logements sociaux. La particularité de ces bâtiments, c'est que ce sont donc des superpositions de polygones irréguliers qui permettent de libérer des terrasses à chaque étage, et donc on a des terrasses plantées où les gens peuvent faire pousser des arbres, vraiment faire de vraies plantations, et l'idée c'est que la nature va être proliférante et va prendre le dessus sur les bâtiments. Et surtout il y a toute une réflexion autour des sociabilités. Je m'arrête sur cette photo parce que dans l'architecture de Jean Renaudy, il y a vraiment cette volonté de créer des vis-à-vis entre les terrasses. Donc on est dans des espaces qui sont des espaces privatifs, mais qui pour autant sont un peu des espaces intermédiaires, avec l'idée de l'architecte de, si on crée des vis-à-vis, si on force les gens à se regarder, ils vont se parler, ils vont échanger des choses. Et effectivement, là on voit aussi très bien la superposition des terrasses, et les gens, les premiers habitants disent, effectivement, il y a tout un tas de relations de voisinage qui se sont mis en œuvre autour de l'entretien des jardins. On échange des graines, on se prête des outils d'une terrasse à l'autre, etc. Là, on est sur de l'espace public. Il y a aussi tout un travail sur les cheminements piétons. Et ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, ce rapport à la nature, même dans les espaces publics, devient très prégnant, et les habitants n'hésitent pas à mettre leur pot de fleurs. Là, on ne sait pas très bien si on arrive dans un jardin. En fait, on est sur un cheminement complètement public, mais que les habitants autour se sont appropriés et cultivent. Pour autant, l'architecture, c'est une sociologue qui parle, une sociologue des écoles d'architecture, mais je dirais que l'architecture ne transcende pas l'ordre social. Et si on prend le même exemple, c'est-à-dire exactement la même architecture à Aubervilliers, donc avec la même volonté des architectes de créer comme ça des espaces privés, publics, de brouiller les frontières, ça ne fonctionne pas de la même manière à Aubervilliers qu'à Ivry-sur-Seine. On a effectivement des terrasses qui sont très appropriées, qui marchent très bien, où les gens plantent des fleurs et participent à la végétalisation de l'ensemble. Et puis, évidemment, mon exemple est un peu archétypal, mais des terrasses qui sont complètement laissées à l'abandon, voire qui servent de dépotoir. Donc, vous imaginez, du coup, c'est aussi des lieux qui cristallisent beaucoup les conflits entre les habitants, entre ceux qui voudraient des jardins très très verts et puis ceux qui s'en fichent et qui laissent ces espaces délaissés. Donc là aussi, tout un travail pédagogique autour des jardins, avec cette association Jardin à tous les étages, qui est une association militante à la Maladrerie, à Aubervilliers, qui essaye de faire de l'éducation autour de comment jardiner. Et donc à Aubervilliers, finalement, s'il y a des liens qui se tissent autour de la nature, c'est pas vraiment autour de l'espace en lui-même, mais plutôt autour de la pratique de jardinage. Mais ça ne concerne qu'une partie des habitants. Et il y a d'autres habitants qui sont un peu exclus de ça. Puis par ailleurs, il y a eu des conflits importants avec le bailleur. C'est la photo de gauche, où à un moment donné, c'est aussi des bâtiments qui sont plus difficiles à entretenir du point de vue des gestionnaires. Et à un moment donné, le bailleur a décidé que pour des raisons un peu techniques, on n'allait pas s'embarrasser avec les 40 cm de terre sur chaque terrasse, et qu'on allait un peu bétonner. Donc il disait, les militants des terrasses de la Maladrerie disaient ça ressemble à des sépultures, et donc c'est pas du tout l'esprit du quartier. Et puis à côté, donc du coup il y a des espaces verts. Quand on regarde, quand on fait une vue du ciel de la Maladrerie à Aubervilliers, c'est vrai qu'on est vraiment dans un îlot de verdure qui est lié à la fois à ces terrasses, mais aussi à tous les espaces verts qui sont pensés entre les logements. Et donc en accord avec la ville, il y a une association qui a initié de l'éco-pâturage. Donc l'idée, c'était aussi de faire descendre les habitants et les enfants qui allaient voir les moutons, et générer un peu aussi des espaces de socialisation. Si je passe maintenant aux écoquartiers, donc là on est plutôt dans des initiatives très institutionnalisées. On voit que les modèles qui se développent en France sont très imprégnés ou très influencés, notamment par les écoquartiers allemands. Je crois qu'il n'y a pas de
d'élus ou d'urbanistes qui n'a pas fait son voyage initiatique à Fribourg ou Tübingen. Et donc, effectivement, l'exemple, c'est celui-là. Là, je vais vous montrer quelques photos du quartier français. Là, c'est à Tübingen, mais aussi des photos de Fribourg, où l'idée dans ces quartiers, c'est vraiment... ce sont des vastes opérations que vous connaissez certainement, où il y a des cours intérieures ouvertes avec des jardins et dont l'entretien et l'aménagement sont assurés par les collectifs d'habitants. Donc à la fois, ils les aménagent et en même temps, ils les entretiennent. Donc c'est vraiment l'idée que, évidemment, ça assure une vie collective, hein, parce qu'ils sont obligés de s'organiser pour entretenir ces jardins et ces espaces verts. De la convivialité sans doute, mais une implication citoyenne très très forte. Donc on est dans des quartiers qui sont très ouverts, il n'y a pas du tout de résidentialisation, hein, tous les pieds d'immeubles sont ouverts, les cours intérieurs des immeubles sont ouverts, parfois un peu un brouillage des frontières, et donc on est dans des opérations urbaines d'ampleur qui sont garanties par un ensemble de petits projets portés par des habitants, par des collectifs d'habitants, d'ailleurs même à l'échelle des logements, hein, mais évidemment du point de vue de la gestion, de la conception des jardins. Donc voilà, avec différents aménagements selon les collectifs d'habitants, avec parfois des animaux, beaucoup d'aménagements autour des jeux des enfants, ou des espaces de repos, parfois des jardins un peu cultivés, voilà. La traduction française, bon, peut-être que j'exagère un peu, mais en tout cas, là, je vous donne l'exemple de l'écoquartier de Bonn. La traduction française est très différente parce que je crois qu'on n'a pas cette culture collective de l'espace public. Donc, il y a très peu d'appropriation des espaces publics ou en tout cas, bon, je sais que la ville de Paris met en place ce permis de végétaliser qui devrait pouvoir permettre à tout à chacun de se prendre, de se mettre à jardiner un peu partout. Mais quand même, on n'a pas cette vision de l'espace public et du coup, même si on reproduit des espaces très ouverts, très végétalisés, on est quand même aussi dans des logiques de résidentialisation. Donc on a du mal à ouvrir les pieds d'immeubles ou les cours intérieurs. Donc en fait, l'espace de nature, il est vraiment que sur les espaces publics. Donc avec un peu comme je montrais tout à l'heure dans l'habitat social, les espaces de repos, les espaces pour les enfants, les espaces de jeu, de promenade, etc. Mais en fait, peu d'appropriation par les habitants. Pardon. Et je voulais juste dire que moi j'y vois deux raisons, hein, si on a un peu du mal à impliquer les habitants dans ces écoquartiers. D'abord une raison d'échelle. Très clairement dans ces nouveaux ensembles de logements, je disais tout à l'heure, en France on a cette tendance à la résidentialisation, donc on a beaucoup d'espaces qui sont fermés et finalement on a peu d'espaces qui sont à proximité immédiate des logements qui serait appropriable par les habitants. Et puis l'autre raison que je vois, c'est probablement une raison sociologique. En Allemagne, les écoquartiers, ils sont quand même habités par des classes moyennes, voire moyennes supérieures. Il y a beaucoup d'homogénéité sociale, hein. D'ailleurs, c'est un reproche qu'on fait souvent à ces écoquartiers. Et il faut le dire comme ça, cette homogénéité sociale, elle facilite aussi les relations parce qu'on a les mêmes pratiques, les mêmes valeurs, etc. Alors qu'en France, dans ces écoquartiers, il y a beaucoup plus de mixité, on mélange de la copropriété avec de l'habitat social, plus de différences sociales et donc aussi probablement plus de difficultés à cohabiter dans ces espaces de jardin. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je finis par l'habitat participatif. Donc avec cette idée, je redis, mais je crois que maintenant, aujourd'hui, en France, tout le monde sait ce qu'on désigne derrière les projets d'habitat participatif. Donc ce sont des projets où les ménages se mettent ensemble pour concevoir, promouvoir et gérer collectivement leur logement. Et donc, évidemment, du coup, ce sont des projets de logement où la question du vivre ensemble est très importante, hein, où il y a vraiment l'idée de mutualiser les espaces et les activités. Et évidemment, le premier espace qu'on mutualise dans l'habitat participatif, c'est toujours le jardin. Et donc, contrairement aux deux exemples précédents, là, on est sur des espaces davantage privatifs, c'est-à-dire qui sont fermés au public. Ici, ce qui est intéressant, par contre, c'est que ce sont les habitants qui conçoivent entièrement leur jardin de A à Z et ensuite qui le partagent et qui le gèrent ensemble. Il y a cependant différentes manières de partager les jardins. Ici, on est dans un ensemble
on est sur un modèle d'habitat participatif à petite échelle. En fait, on a 4 ménages ici qui partagent un chouette bâtiment. Ils ont vraiment des très beaux logements. On est en banlieue, on est presque dans le centre de Grenoble. Et donc, effectivement, le partage du jardin, il est à la fois autour d'un espace un peu devant les terrasses de chaque logement, et puis tout un espace de jardin potager qui sont partagés, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que chacun a son... Vous voyez là les carrés potagers, chacun a son carré potager. On partage pas tout à fait tous les légumes. Voilà, là vous voyez bien les carrés potagers, et puis chaque famille cultive son carré. Là, un autre exemple, un peu plus grand, on a une douzaine de familles, on est à côté de Strasbourg, là aussi, très bien situé, très proche du centre-ville de Strasbourg, où à la fois on partage il y a des espaces qui sont plus dédiés aux jeux des enfants, qui sont très collectifs, il y a des espaces où on mutualise, on ne voit pas très bien là, mais il y a les composteurs évidemment, et puis il y a surtout une cabane de jardin où on va mutualiser, partager ces outils de jardin, et puis après il y a ces espaces de potager. Et là, de la même manière, on a des carrés potagers et chacun cultive son carré potager. Un autre exemple où là, tout est partagé, même si on voit apparaître des carrés potagers, on est à côté de Lille, à Villeneuve-d'Ascq, un ensemble d'une dizaine de logements où là, toute la culture de jardin se fait en collectif, que ce soit les légumes, que ce soit l'entretien ou des installations comme ça dans le jardin, le compostage évidemment, les légumes, et puis beaucoup d'espaces, de petits espaces et de sous-espaces de retrait ou des espaces pour les enfants. Et puis après, il y a des espaces un peu plus privatifs qui sont devant vraiment l'entrée des logements, mais qui restent très ouverts sur l'ensemble du jardin. Et donc la particularité dans ces projets d'habitat participatif, c'est que tout l'entretien se fait en collectif, donc c'est une gestion et une organisation pas toujours très simple. Là, on a un groupe qui est assez ancien, c'est un projet qui date des années 90, donc ils ont une certaine pratique, et donc eux se retrouvent une fois par mois, ils dédient un week-end où ils passent le week-end tous ensemble à l'entretien du jardin. Donc vous voyez, à la fois ça peut être très convivial, mais aussi très contraignant. Mais bon, c'est un choix de vie. Et donc ils partagent ce week-end à entretenir le jardin. C'est aussi un moment évidemment où ils se retrouvent pour faire, pour avoir des moments un peu de fête, des moments un peu festifs entre voisins. Je m'excuse un peu pour le caractère itératif et un peu catalogue des exemples que je vous ai montrés. Peut-être juste avant de conclure, il y a un truc que je n'ai pas dit sur l'habitat participatif, c'est que une des limites de l'habitat participatif, évidemment, c'est qu'il y a une très grande homogénéité sociale. Et, alors même si ça tend à changer en France, mais en tout cas dans les premiers projets, ceux pour lesquels on a le plus de recul, très clairement, ce sont des projets qui ont été mis en œuvre par des habitants, je veux dire, plutôt militants, en plus militants des questions environnementales assez largement, des populations qui sont aussi assez favorisées culturellement, parce que ce sont des projets qui sont compliqués à mettre en œuvre, donc il y a toute une réflexion, tout un discours sur le partage, les activités communes, les formes de sociabilité, etc. Alors, bon, c'est plus ou moins fermé, évidemment, quand on les interroge sur cette fermeture, ils disent « mais non, on est ouvert sur le quartier ». Effectivement, parfois, ils mettent en place des activités qui ouvrent au quartier. Il peut y avoir des formes d'entraide un peu tournées vers le quartier, mais ça reste des initiatives qui sont vraiment à la marge. Et donc, ce qui est intéressant, et là, il faudra encore attendre quelques temps, mais c'est que ces initiatives d'habitat participatif, elles intéressent de plus en plus les organismes HLM. Et il y a des bailleurs sociaux qui commencent à mettre en place des projets de logement qui favoriseraient ces formes de collaboration entre habitants, sans que ça prenne l'ampleur de l'habitat participatif, mais autour de ce que moi j'appelle plutôt des pratiques collaboratives, et notamment autour de formes d'appropriation des espaces intermédiaires dans le logement social. Donc il y a déjà pas mal d'expériences dans le logement social de jardins partagés, mais de plus en plus ça se développe. Alors, il se trouve que c'est l'objet d'un de mes projets de recherche en cours, donc il faudra attendre encore un peu quelques années avant d'avoir des
résultats, on manque de recul, mais il y a de plus en plus d'expériences qui ressemblent à l'habitat participatif dans le logement social, donc avec une volonté d'inclusion sociale beaucoup plus forte. Et donc, pour revenir à ma conclusion, vous voyez que je montre à travers ces exemples que oui, ces espaces de nature, ces espaces de jardin, ils jouent ce rôle de vecteur de sociabilité, mais qu'on voit qu'il y a un renouveau, puisque j'ai essayé de vous montrer aussi que ce n'était pas quelque chose de nouveau. À mon avis, si on pose la question de la transition, à mon avis, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est plutôt quelque chose qui se recompose aujourd'hui dans un contexte très spécifique et qui se recompose autour de peut-être de nouveaux modèles idéologiques, évidemment autour de la notion d'écologie, mais aussi autour de tout ce qui recoupe la notion de participation très large et qui est devenu un peu un mot valise, mais toutes ces questions de partage, de solidarité et aussi d'autogestion, comment faire par soi-même. Donc j'ai l'impression qu'en fait, c'est plutôt des modèles, finalement, dans la manière de jardiner, dans la manière de partager ces espaces de nature. Il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis les jardins ouvriers, mais c'est plutôt la manière dont ça se recompose d'un point de vue idéologique qui est assez intéressante dans les années 2000, je trouve. Et du coup, ça interroge évidemment le potentiel citoyen de ces espaces-là et le potentiel aussi pédagogique de ces espaces-là, avec les limites que j'ai montrées pour l'habitat participatif. Évidemment, la question de la sociologie des groupes d'habitants qui s'impliquent, on voit très bien que c'est une question qui se pose notamment dans les jardins partagés, qui s'implique dans ces jardins et est-ce que c'est pas excluant pour d'autres populations? Même dans certains quartiers, on voit aussi que ces jardins, ils participent à des formes de gentrification, donc ça pose vraiment cette question de l'homogénéité sociale et de cette sociologie des groupes d'habitants. Et puis la deuxième question, c'est le rôle des institutions. Tout à l'heure, tu disais, Étienne, par exemple, il n'y a pas de volonté de la ville de Paris de développer des jardins ouvriers ou des jardins familiaux. Très clairement, c'est plus facile d'avoir des jardins partagés qui viennent un peu remplir des dents creuses et avec une gestion par des associations qui ne posent pas trop de problèmes que de dédier du foncier à des jardins ouvriers où là, on serait vraiment dans une autre logique politique. Et puis aussi le rôle de l'architecture, puisque vous avez vu que quand même, selon le type de projet architectural, effectivement, on va avoir plus ou moins de potentiel, plus ou moins de ressources spatiales pour développer ce type d'expérience. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et on a vu dans votre travail que vous aviez remarqué qu'il y avait aussi toute une série d'habitants qui restaient en marge, en fait, qui ne participaient pas à ces dynamiques. Bien sûr, la transition environnementale dans les villes, elle suppose quand même qu'on ait une adhésion relativement plus forte. Parce que ces formes, là aussi, elles sont souvent associées quand même à des zones, on dirait plutôt de la périphérie, ou en tout cas des couronnes moins denses, en fait, des métropoles. Donc ça peut être davantage peut-être des modèles justement pour ces zones périurbaines, qui d'un point de vue de la transition écologique, sont des zones qui jouent un très grand rôle, parce que ce sont des zones où il peut y avoir une biodiversité assez importante, qui peut être justement portée en fait par ces espaces de jardinage. On voit que ce modèle de jardin partagé, avec différentes manières de partager, mais en plus qui ne se concentre pas que sur le jardin, c'est tous les équipements du logement. Ce sont aussi des modèles, des groupes d'habitants qui vont partager leur buanderie, qui vont partager leur voiture pour certains, qui vont partager bien sûr leurs machines à laver, leurs équipements, leurs outils, etc. Donc ce sont clairement, qui ont aussi beaucoup de réflexions autour des consommations d'énergie, qui ont beaucoup de réflexions autour des déchets. Donc très clairement, ce sont des groupes qui réfléchissent
prête vraiment beaucoup aux questions environnementales. Et donc, je trouve que même si c'est à la marge, et même si ça concerne des populations privilégiées, c'est quand même un peu des exemples un peu pionniers, moi, il me semble, et qui peuvent un peu être reproduits. Et notamment, il me semble qu'il se passe quelque chose dans le logement social de ce côté-là. Et puis, si ça pouvait aussi donner des idées du côté, effectivement, du périurbain, de l'habitat individuel, avec peut-être des formes de densification, des jardins plus partagés, il pourrait y avoir il me semble que ça pourrait s'aimer davantage et plus largement, puisque ma deuxième réaction, c'est autour de cette question des sociologies, des groupes concernés, et du fait qu'effectivement, ça exclut certaines populations. Là aussi, il me semble qu'il y a des réponses dans le logement social, et que peut-être on pourrait développer des modèles comme ça, de jardins plus partagés, qui permettra à des populations qui a priori sont exclus de toutes ces formes de jardins partagés, mais qui ne sont pas désintéressés pour autant. Peut-être là, c'est la différence avec le questionnaire que vous avez mis en place. Moi, il me semble que même si tout à l'heure, je montrais un exemple un peu archétypal et peut-être même stigmatisant pour les gens qui n'utilisent pas bien leur terrasse plantée, il me semble que le blocage, il n'est pas autour d'un désintérêt de ces populations pour les questions environnementales. Mais plus, effectivement, il faut peut-être une pédagogie ou des formes plus inclusives autour de ces espaces de jardin partagés. Okay.